c'est la question de l'impact de certains types de pratiques du numérique sur les comportements. Une question évidemment très controversée, question dont parfois on plaisante parce qu'effectivement elle semble être bien dérisoire par rapport aux sources de violences sociales telles qu'on les connaît, mais une question qui pourtant se pose aujourd'hui et qui peut éventuellement prendre sa place dans une réflexion plus large sur l'introduction du numérique dans l'éducation. Alors voilà, la demande qui m'a été faite, c'est de parler de recherches menées en France et à l'étranger sur l'impact de la pratique de jeux vidéo violents sur le comportement. Est-ce que cet impact existe? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est un écran de fumée pour cacher d'autres sources de violence qui sont plus importantes? Donc je dirais, il est très difficile en réalité, lorsque l'on observe des enfants ou adolescents ou adultes jouer à des jeux vidéo dont les contenus sont violents, on va revenir comment est-ce qu'on les définit, de savoir si ces jeux ont un effet d'évacuation, de diminution, de purge, de catharsis de leur violence, ou si à l'inverse, ces jeux ont un effet de facilitation, de stimulation mimétique de cette même violence. Et le discours est sans fin sur la question. Dans la mesure où, en plus, on ne peut pas s'attendre à ce que l'impact de la pratique de ces contenus médiatiques soit spectaculaire, parce qu'effectivement, les influences, elles sont souvent, en tout cas à court terme, subtiles et, je dirais, en l'absence d'une mesure précise des effets, il est difficile à l'œil nu de les constater immédiatement. C'est très difficile de conclure. Donc le plus souvent, on ne conclut pas. Et dans la mesure où, simultanément, l'industrie, sans vouloir la diaboliser, mais a des moyens et des ambitions évidemment tout à fait affichées, eh bien, au final, le doute bénéficie plutôt aux vendeurs de grandes surfaces qui, effectivement, régulièrement vont vous vendre les Call of Duty et autres types de jeux vidéo qui sont effectivement censés être récréatifs, mais pas plus. Alors, la question que je pose ici, c'est est-ce que c'est un loisir anodin? Est-ce que finalement ça fait partie du pack, en quelque sorte, digital natives des jeunes? Est-ce qu'il faut considérer que c'est un élément à intégrer à leur loisir et un élément qui n'a pas de conséquences? Alors, bien sûr, certains peuvent être un peu choqués ou étonnés ou plus par les contenus. Par exemple, le dernier opus de Grand Theft Auto, vous avez une torture possible d'une personne pour lui extraire des informations. On lui verse de l'acide sur la tête, donc on peut effectivement manipuler des avatars et leur faire des choses qui seraient réprouvées par la morale ordinaire. Le fait qu'il y ait un certain nombre de jeux où l'on va abattre des protagonistes et que cette règle-là va permettre de gagner des points, de passer aux étapes suivantes, est une question. Je dirais nos propres goûts sont peut-être interrogés ou nous conduisent à porter un jugement. Mais encore une fois, est-ce que ça suffit pour prendre position? Bien sûr que non. Donc la question aujourd'hui, ça va être qui peut donner un avis sur ce sujet? Qui connaît les effets des jeux violents? Si vous demandez à l'industrie, et encore récemment Ubisoft, qui est une grande industrie en France, qui fait beaucoup de choses plus ou moins intéressantes, mais avec beaucoup de virtuosité, en tout cas technique, et la France fait partie effectivement je dirais, d'une industrie tout à fait remarquable sur la question du jeu vidéo, eh bien, l'industrie va vous dire c'est une question qui est débattue, c'est une question où les données sont contradictoires. Voilà. C'était encore récemment Ubisoft prenait position lorsqu'ils étaient interrogés par les journalistes. Vous avez des experts, entre guillemets, du numérique, qui sont parfois des anciens étudiants passionnés par le numérique, qui effectivement ont un avis sur la question et vous le partagent, parfois à travers la presse généraliste. Mais cet avis est souvent, je dirais, frappé d'un conflit d'intérêts, puisque même sont impliqués, par exemple, dans le développement de logiciels, ou bien vivent de conférences sur le sujet. Donc c'est difficile de savoir finalement si l'avis qui est formulé est un avis distancié finalement de l'objet. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fait divers marquant,
On recherche effectivement le faisceau causaux, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Par exemple, une fusillade dans un lycée en Allemagne. On va essayer de comprendre pourquoi un adolescent qui semble être sans histoire, eh bien, un jour décide d'aller abattre un ou deux profs et d'autres élèves, selon un mode qui maintenant est trop connu, effectivement, et qui interroge et terrorise. Alors, on va rechercher dans l'histoire des auteurs, eh bien, des éléments saillants qui pourraient être mis en avant pour expliquer leur acte incompréhensible. Et très souvent, on trouve qu'ils ont joué à des jeux vidéo violents. Alors, la presse s'en empare, on en discute, et évidemment, je dirais, cela fait une information qui peut être satisfaisante à court terme, puisqu'on a l'impression d'avoir compris quelque chose des motivations sous-jacentes. Précisément, immédiatement, on fait fausse piste. On ne peut pas, lorsqu'il y a un fait divers, décider quelle est la cause critique qui a conduit à sa réalisation. Donc, pour comprendre l'impact des jeux vidéo ultra-violents, où on abat effectivement dans un contexte assez réaliste, puisqu'aujourd'hui, prenez le temps de regarder en détail, je crois que c'est important, ces jeux vidéo-là créent une immersion assez impressionnante, tout à fait captatrice et captivante, ce qui fait qu'on va y passer facilement du temps, et plus de temps qu'on avait peut-être prévu. Eh bien, on peut se demander, voilà, est-ce que ce réalisme-là a un impact ? La conclusion de certains journalistes, ça va être oui, cela peut en avoir un, sans réfléchir finalement, lorsqu'il y a des faits divers, aux autres causes critiques qui pourraient être beaucoup plus importantes. Lorsque, par exemple, Tim K. Est auteur de ces homicides, on va mettre en avant qu'il est adepte des jeux vidéo violents, et le ministre de l'Éducation allemand va effectivement parler de ce sujet. La presse va mettre en avant ces jeux violents et toute cette violence, sans nous rappeler suffisamment que Tim K. était marqué par beaucoup d'autres facteurs de risque, certainement plus importants que sa pratique de jeux vidéo violents. Donc la fascination pour les armes, manipulation d'armes à feu chez lui, un certain nombre de facteurs de risque qui sont connus pour être effectivement associés à des conduites létales. Pour autant, ce n'est pas parce que certains journalistes ou certaines personnes en vue dans les médias prennent position de manière tout à fait injustifiée sur des faits divers qu'il est interdit de s'interroger sur la causalité réelle du jeu vidéo violent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas, à partir du fait divers, prendre de décision, simplement garder du recul. Donc la question qui va être, je dirais importante, c'est de se rappeler que pour un adolescent qui va être marqué à la fois par la pratique du jeu vidéo et la commission de comportements homicidaires, eh bien, il y en a des millions qui jouent à des jeux vidéo violents et qui ne font rien. Voilà. Donc on oublie effectivement cette case et on devrait effectivement y penser. Donc, la question peut-être, si on veut un peu avancer sur le sujet, plus importante, c'est certainement, est-ce que l'association qui parfois est faite, on verra dans quelle mesure, entre le jeu vidéo et les comportements violents, traduit un effet de causalité, ou simplement, est-ce que des personnes qui ont une appétence pour des contenus violents, eh bien, à la fois vont être plus enclines à commettre des actions violentes. Alors, c'est des violences souvent, dont je parlerai tout à l'heure, des violences plutôt bénignes, des manques de sensibilité à autrui, des violences verbales, parfois physiques, mais je ne parlerai pas ici que des violences extrêmes, parce qu'effectivement, je pense que la causalité implique un certain nombre de facteurs multiples, et le jeu vidéo n'est souvent pas un facteur critique. En tout cas, il est difficile de le dire. Donc, est-ce que c'est simplement un marqueur ou une cause, la pratique du jeu vidéo violent ? Alors, ce qu'on sait, c'est que une personne qui aime jouer alors, il y en a effectivement plusieurs dizaines très connus de jeux vidéo de cette nature, eh bien, c'est des profils particuliers. Souvent des garçons qui, lorsqu'on prend des mesures psychologiques, ont des préférences pour des comportements agressifs. Alors, c'est un continuum, on n'est pas face à des garçons forcément très violents, mais en tout cas, ceux qui préfèrent les jeux violents, c'est aussi ceux qui ont plus tendance à avoir des comportements violents, avec des niveaux d'empathie plus bas, et qui, en moyenne, ont plus souvent des conflits avec les enseignants. Alors ça ne nous dit rien sur la causalité, ça nous dit simplement qu'il y a des corrélations, une association entre deux choses. Ça ne veut pas dire que si on supprimait la pratique du jeu violent, il se produisent des différences dans les comportements, mais simplement qu'il y a une cohérence dans les préférences ludiques et dans les dispositions psychologiques. Alors, on sait par ailleurs, et indépendamment des contenus des jeux, que lorsqu'on est face à des jeux très immersifs, notamment des jeux qui ont des réalités permanentes, donc qui vont vous
inciter à passer du temps dessus pour pouvoir progresser dans l'univers virtuel, eh bien, les enquêtes montrent que ça a un impact assez régulièrement sur le sommeil et sur l'alimentation dans certains cas, et que donc tout cela, ça peut également expliquer une partie, en tout cas, des problèmes consécutifs à la pratique de jeux, violents ou pas, puisqu'effectivement, le déficit en sommeil et les habitudes, je dirais, alimentaires peuvent se répercuter sur la gestion des conflits et de l'irritabilité. Alors, ceci nous conduit à une question peut-être un peu plus large, c'est comment faire pour entrer finalement dans une démarche scientifique afin de connaître si les jeux vidéo violents ont un impact ou n'en ont pas. Il y a plusieurs méthodes et comme la plupart du temps, aucune méthode n'est parfaite pour trancher, mais c'est la concomitance des résultats ou la convergence des méthodes qui permet de se faire une idée plus précise de la direction qui peut être prise quant à la conclusion. Alors, une première méthode, qui n'est pas la plus démonstrative, mais qui déjà donne quelques pistes, va consister à interroger des enfants ou adolescents sur leurs préférences ludiques, par exemple leur demander de citer le temps qu'ils passent à jouer, quels sont leurs jeux préférés, procéder à des codages de ces préférences, sur la base d'indicateurs et de critères bien définis, et ensuite corréler avec leur comportement spontané, auto-rapporté dans des contextes scolaires. Donc on va leur demander est-ce que depuis un mois tu as été auteur de tel ou tel comportement en situation anonyme, ou bien en demandant à leurs enseignants ou leurs parents de donner une appréciation sur chaque élève. Et on va faire une corrélation entre ces deux séries. Et globalement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une association statistique entre la préférence pour des jeux violents, la pratique intensive de jeux violents et les comportements perturbateurs. Ça ne nous dit pas nécessairement que la suppression ou la diminution de la pratique aurait un effet sur le comportement. Encore une fois, pour l'instant, on n'en est qu'au niveau de la corrélation. Mais par contre, cela conteste l'hypothèse cathartique qui voudrait que plus l'on joue, plus les tendances à la violence soient évacuées. Puisque là, on est effectivement face à une corrélation positive, c'est-à-dire plus on joue, plus effectivement on est violent, sans pouvoir conclure pour l'instant. Donc déjà, voilà l'hypothèse de la purge, le fait effectivement comme si le jeu vidéo immersif dans lequel on abat des ennemis était similaire au théâtre effectivement antique, qui effectivement avait été désigné comme ayant une fonction cathartique par l'actualisation de comportements et d'émotions mimétiques. Alors, on a fait une étude qui a été menée dans différents établissements scolaires à Grenoble et dans l'agglomération, qui va dans ce sens-là. Alors bon, c'est un peu du jargon là ici, mais je vais simplement expliciter un peu ces résultats, simplement pour illustrer l'idée que ces résultats ont été observés dans différents pays, à Grenoble aussi, c'est-à-dire plus on passe de temps à jouer à des jeux vidéo violents, en contrôlant des facteurs classiques comme le sexe des élèves, leur âge, leur environnement, enfin les ressources économiques et culturelles de leurs parents, plus on déclare avoir été auteur de comportements violents à l'école. Alors ça va avoir un effet qui va être amplifié en fonction d'un certain nombre de dispositions, c'est-à-dire par exemple l'effet sera plus fort lorsqu'en plus nos parents sont moins enclins à avoir tendance à superviser nos activités, sont moins à savoir où on est, ce qu'on fait. Donc lorsque la supervision des parents est plus faible, l'effet de la pratique du jeu vidéo va être amplifié. Et puis lorsqu'il y a des tendances à imputer de l'hostilité aux autres, la pratique va également avoir plus d'importance sur l'association à des conduites violentes auto-rapportées. Mais encore une fois, ici on ne sait pas encore si c'est un effet causal ou simplement un marqueur. La seconde méthode est un peu plus démonstrative. Elle va nous permettre de voir s'il y a un lien entre la pratique et l'intensité de jeu en temps 1 sur des comportements éloignés dans le temps, c'est-à-dire quelques semaines ou quelques mois plus tard. Donc ça a été fait plusieurs fois. Par exemple, l'étude classique, beaucoup citée d'un collègue américain sur le sujet, montre qu'effectivement, on peut prédire des comportements violents en temps 2 à partir de la pratique de jeux vidéo en temps 1, en maintenant constant les comportements violents en temps 1. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a un effet net, semblerait-il, de la pratique de jeu sur les comportements subséquents. Alors, tout ça, c'est fait en général en contrôlant statistiquement des variables qui pourraient
être à l'origine de l'association de manière artefactuelle. Tout à l'heure, prenons un exemple. Les garçons sont en moyenne, en tout cas physiquement, plus enclins à des comportements agressifs. Ils sont en moyenne des préférences pour les jeux violents. Donc si on observe sur une population mixte une association entre jeux vidéo violents et agression, on pourrait très bien finalement se rendre compte qu'en fait, elle tient au fait qu'il y a des parallélismes d'associations qui créent artefactuellement ce lien. C'est pour cela qu'il faut contrôler statistiquement un certain nombre de facteurs pour être sûr que l'association n'est pas un simple artefact. La troisième méthode, qui effectivement va être intéressante parce qu'elle manipule causalement l'exposition au jeu, mais qui a des limites puisque les comportements mesurés ne sont pas des comportements extrêmes, mais des comportements d'agression plus bénignes, puisqu'on ne peut pas évidemment en laboratoire ou même sur le terrain favoriser des comportements d'extrême violence. Donc, autant pour les méthodes précédentes, on peut demander aux élèves s'ils ont été auteurs de coups et blessures, s'ils ont délibérément agressé et blessé quelqu'un, mais en laboratoire, on ne va pas les amener à le faire de façon aussi extrême. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est coder les comportements des élèves, de groupes d'élèves, certains ayant joué à un jeu de course. Alors ça, c'est des vieilles recherches, une recherche très ancienne des années 90, donc les graphismes sont absolument cocasses par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, mais ça traduit effectivement, je dirais, ça différencie bien le type de jeu. Donc vous avez un jeu de baston, pour parler vite, ou bien un jeu de course. On va comparer donc les comportements des enfants qui ont joué quelques minutes à l'un ou l'autre de ces jeux. On va les affecter aléatoirement dans l'une des deux conditions. On peut pas parce que si on les laissait choisir, eh bien, on retrouverait finalement ceux qui ont des préférences pour la violence, qui seraient dans le groupe du jeu peut-être plus violent, plus brutal, et donc on n'aurait pas de conclusion possible. Ce qui est observé, c'est que lorsqu'on code les comportements des enfants qui viennent de jouer, on constate qu'il y a une multiplication par 2 des interactions agressives entre eux. Voilà. C'est-à-dire qu'ils se tapent plus, ils se bousculent plus. Donc c'est démonstratif parce que c'est en milieu naturel. On n'a pas, les mesures sont assez écologiquement, je dirais, valides. En revanche, les comportements restent des comportements, je dirais, d'une gravité limitée. On peut également, et ça a été fait il y a 1 an et demi à Grenoble, contrer une critique très courante consistant à dire oui, mais en fait, on ne fait que les exciter à court terme. Alors, en même temps, le jeu de course, ça peut aussi être excitant, mais on les excite à court terme, mais finalement, les effets ne sont pas durables. C'est une sorte d'excitation temporaire qui, bien sûr, peut être difficile à gérer. Peut-être que certains d'entre vous ont été amenés à demander à leurs enfants d'arrêter de jouer à Call of Duty pour venir dîner. Vous avez pu réagir, vous avez pu constater que la réaction n'était pas toujours amicale. Mais ça peut être considéré comme une simple frustration. Voilà, tout comme si vos enfants sont en train de faire un Scrabble endiablé. Pourquoi vous riez ? Et donc, ils ne veulent pas s'arrêter. Voilà. Donc, c'est l'idée. Voilà. Par contre, là, on va travailler sur les effets à long terme. Les effets à long terme, ça va être étudier un groupe d'adolescents ou adultes qui vont jouer 3 jours de suite pendant des sessions d'1 minute à des jeux violents ou à des jeux de course. Alors, bien sûr, on s'arrange pour contrôler la difficulté, l'intérêt, l'attractivité des jeux. La seule chose qui différencie les logiciels, les programmes, c'est leur contenu violent. Donc ça a été prétesté au départ. Donc pendant plusieurs jours, ils vont jouer, et ce qu'on constate, c'est que les personnes qui sont en condition jeux de voiture, de course, etc., eh bien, vont stagner. Leur comportement agressif va stagner. On verra tout à l'heure comment est-ce qu'on le mesure. L'agression, c'est mesuré par des mesures, je dirais, quantitatives. Ceux qui sont en jeu agressif, eh bien, on a une augmentation du comportement agressif avec le temps. Alors, on l'a que sur 3 jours ici. On pourrait vouloir avoir des preuves encore plus fortes en faisant une étude sur 6 mois. Mais on ne peut pas, pour des raisons déontologiques, faire l'hypothèse qu'on va augmenter les violences de manière importante sur des adultes ou des adolescents pendant plusieurs semaines. Je crois que 3 jours, c'est déjà intéressant de voir que ça augmente et que ça ne stagne pas. Donc on a là effectivement un effet cumulatif. Alors, pour illustrer un peu à quoi ces études vont ressembler, on va prendre un jeu qui, je dirais, un blockbuster actuel, par exemple Call of Duty. On va, après une phase d'habituation, amener donc des participants à commencer une partie. Certains autres vont être amenés à jouer à un autre jeu d'action, vraiment très prenant et immersif aussi, mais qui n'implique pas de contenu violent. Et ensuite, voilà une mesure, mais il y en a beaucoup d'autres, mais une mesure possible, c'est une mesure d'agression qui va consister après les avoir fait jouer à l'un ou l'autre des jeux,
à leur demander de participer à une autre activité qui est un jeu de compétition, de rapidité. Voilà. Donc on leur explique, voilà, donc vous avez plusieurs participants, vous avez un partenaire, un adversaire en réalité, qui est dans une salle juste à côté de vous, et vous devez, lorsqu'un signal se déclenche, appuyer le plus vite possible sur la barre d'espacement de l'ordinateur qui est devant vous. Si vous appuyez le premier, vous avez gagné. Si par contre votre adversaire appuie le premier, c'est lui qui gagne. Celui qui gagne détermine l'intensité et la durée d'un choc sonore qui va être administré à l'adversaire. Alors, un choc sonore, ça peut être effectivement entre 0 et 115 décibels. Donc, c'est une grosse alarme incendie. Enfin, donc, le son, c'est un mélange de différents sons désagréables. Par exemple, le bruit de la craie sur un tableau, des choses comme ça. Voilà. On a fait une synthèse de sons très désagréables et ça fait effectivement la mesure. Donc, on va là avoir à choisir si on veut faire mal à quelqu'un, parce que c'est vraiment pas marrant. On leur fait évidemment tester sur eux-mêmes au début de l'expérience les faits. Et ça va durer effectivement entre quelques millisecondes et 5 secondes. Donc, on a là une mesure de volonté de faire mal à quelqu'un. Et ça a été, bon, c'est une mesure qui a été utilisée dans différents contextes, par exemple auprès de prisonniers, auprès de psychopathes, auprès de personnes qu'on vient d'énerver. Et donc, on sait que c'est une mesure discriminante qui mesure bien une intention de blesser quelqu'un. Voilà. Et donc, les effets à long terme utilisaient précisément cette méthodologie. Donc, avec le temps, les joueurs vont administrer des intensités supérieures et des durées supérieures donc de chocs sonores désagréables. Alors, une question qui me semble être également importante, c'est si on observe un lien causal ici entre le jeu violent et le comportement, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Quelles sont les explications possibles? Alors, il y a plusieurs voies, plusieurs médiations qui ont été déjà identifiées, puisqu'on peut avoir effectivement une entrée, le jeu vidéo, un résultat, un comportement agressif, et puis après des processus qui vont être divers. Le premier, c'est la voie cognitive, c'est-à-dire on fait l'hypothèse que la pratique va modifier la perception que l'on a d'autrui et des représentations que l'on se fait des comportements des autres de manière habituelle. En l'occurrence, ici, ce qu'on a pu montrer dans le cadre d'une étude, c'est que lorsque l'on va pratiquer 20 minutes, et donc c'est une durée très courte par rapport aux pratiques ordinaires d'un joueur standard, la minute en labo, c'est pas grand-chose, ça modifie la perception qu'on a des réactions spontanées des autres en situation de conflit, c'est-à-dire qu'on présente aux participants qui viennent de jouer une situation de conflit interpersonnel. Par exemple, on leur présente l'histoire de quelqu'un qui conduit sa voiture, qui s'arrête à un feu qui vient de passer au rouge, un peu brusquement, et qui se fait emboutir par le conducteur qui est derrière lui. On leur demande ensuite, vous allez imaginer ce qui va se passer maintenant, selon vous, ce que chacun des protagonistes dit, ressent et fait. Et donc, c'est des mesures qualitatives. Et on va comme ça, à partir de codeurs indépendants qui ne savent pas dans quelles conditions, évidemment, étaient les participants, s'ils étaient en condition jeu violent ou jeu de course, on va mesurer le gradient d'agressivité et d'imputation d'agressivité qui est effectué par les participants. Et ensuite, on va leur proposer de faire le test de compétition. Et ce qu'on constate, c'est que les personnes qui ont joué à un jeu violent ont plus tendance à penser qu'en situation de conflit, les personnes concernées vont avoir des comportements agressifs. Et ça, on sait, par ailleurs, que c'est des cognitions qui sont corrélées à des comportements agressifs en situation. Donc, voilà un premier résultat qui montre effectivement cette médiation par les attentes hostiles. Donc là, on a un effet qui va être plutôt durable, puisqu'effectivement, c'est la façon dont se représentent, en gros, les comportements des autres et leurs pensées en situation de conflit qui vont déterminer les conduites. La seconde voie, c'est la voie affective, c'est-à-dire on va exposer à des contenus qui vont désensibiliser. Et l'un des principaux, finalement, leviers d'inhibition de la violence, c'est le feedback très désagréable que l'on a face à une victime. À part, effectivement, des cas psychopathologiques qui ne m'intéressent pas ici, la plupart du temps, percevoir quelqu'un qui souffre, c'est désagréable, on n'aime pas. Et donc, on va minimiser le comportement ou bien éventuellement réparer, mais en tout cas, on va stopper l'action. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on est en situation de cyberharcèlement, où on n'a pas la victime en face, ça peut aller très loin sans qu'on se rende compte de ce qu'on fait. Et très souvent, les auteurs de cyberharcèlement vous disent après « Ah, mais j'avais pas du tout conscience de l'impact que cela avait sur les personnes, c'était pour m'amuser. » Bon. Ici, ce que l'on constate, c'est que le fait de jouer à des jeux violents désensibilise. Alors, la désensibilisation, comment est-ce qu'on la mesure? Ça peut être
par exemple, par le stress qui va être éprouvé lorsqu'on montre des vraies scènes de violence réelles. Donc on montre des petits films, par exemple, de violence dans le cadre de guerre ou dans le cadre d'agression de rue à des personnes, donc des situations extrêmement désagréables que l'on voit, et on mesure le stress éprouvé. Par exemple, le stress, ça peut être mesuré par des rapports verbaux. Est-ce que cette scène vous semble stressante, désagréable, ou bien par des mesures physiologiques, par exemple la conductivité de la peau. Si la peau est plus ou moins humide, eh bien ça traduit en fait l'expérience physiologique du stress. On a également d'autres mesures qui ont été utilisées dans le cadre des neurosciences sociales et qui démontrent de manière assez convergente que le fait de jouer à des jeux violents désensibilise. En fait, on est moins affecté, une sorte d'érosion finalement des mécanismes de sensibilité et d'empathie par la violence de manière autour de nous. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut effectivement rendre aussi plus probable ensuite le comportement violent. Une sorte d'insensibilisation, de désensibilisation. Et puis, il y a une troisième voie qui, elle, va davantage être temporaire, c'est-à-dire que les effets vont s'observer sur le court terme, mais pas sur le long terme. Alors, les effets sur le court terme, ça va être une sorte de malaise psychologique qui est généré par l'effet du jeu vidéo violent sur la physiologie cardiaque. Donc, en fait, ce qu'on a étudié dans le cadre d'une étude à Grenoble, c'était ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Donc, effectivement, c'est la synchronisation pour aller vite entre la respiration et l'activité du cœur, sa régularité. Lorsqu'on fait des expériences de biofeedback où on apprend à des personnes à respirer très lentement, simplement respirer très lentement, par rapport à des personnes qui ont une respiration ordinaire, eh bien, on constate que l'activité cardiaque va être plus régulière, la synchronisation entre la respiration et l'activité cardiaque va être plus élevée, et c'est corrélé à des impressions subjectives de bien-être supérieures par rapport à une situation où il y a une incohérence cardiaque. Et ce que l'on fait, donc, ce qu'on a essayé de faire dans le cadre d'une étude à Grenoble, c'était précisément de mesurer l'activité cardiaque des joueurs pendant le jeu et après le jeu. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une médiation également, c'est-à-dire le jeu vidéo violent augmente l'incohérence cardiaque qui va ensuite augmenter le comportement agressif. Ça, c'est un classique également qui me semble être important, c'est-à-dire le malaise ou en tout cas l'activité physiologique générée par le fait d'abattre des personnes durant un jeu se répercute ensuite sur le comportement agressif subséquent. Donc si quelqu'un est agressif après avoir joué, ça peut être lié à la frustration de devoir arrêter, mais aussi parce que l'état physiologique général n'est pas le même. Et puis la quatrième route d'apprentissage, c'est une route effectivement plus classiquement connue, puisque dans ce cadre-là, ce qu'on a pu observer, c'est que la manipulation des jeux va augmenter, je dirais, l'acceptabilité normative de la violence de manière générale, et aussi la capacité de viser. Et là, c'est plutôt sur le versant d'apprentissage technique. On a par exemple une étude qui a été faite par un collaborateur qui a donné à des participants la consigne de jouer à un tel jeu violent pendant un moment, et ensuite il leur remettait un revolver et il y avait une cible au bout d'un couloir qu'il fallait viser. Et ce qui a été observé, c'est que effectivement l'apprentissage est effectif. C'est-à-dire que les personnes qui ont joué à un jeu violent tirent mieux et tirent plus souvent à la tête. Voilà. On a effectivement des performances de visée qui sont supérieures. Voilà. Alors, après, je dirais, ce qui revient très souvent, c'est le caractère contradictoire des données. Alors, on a fait des recherches à Grenoble, quelques-unes, qui donnent des résultats, dans un sens. Bon. On peut très bien dire, oui, mais c'est des données, je dirais, singulières, auprès d'une population singulière. Est-ce qu'on peut généraliser ? Et c'est vrai que dans la recherche, il est très rare qu'on ait des résultats convergents tout le temps. Il y a une équipe qui fait une étude, qui a un résultat, une autre équipe qui a un autre résultat. La seule manière de trancher, ce n'est pas d'en appeler à l'autorité des chercheurs, mais de l'autorité des statistiques. C'est-à-dire, on va compiler toutes les recherches en introduisant dans cette compilation les éléments de différenciation, parce que toujours il y en a, et essayer de voir quelles sont les tendances générales, indépendamment du lieu où ça a été fait et des méthodes utilisées. C'est ce qu'on appelle une méta-analyse quantitative. Il en existe plusieurs sur les relations entre jeux vidéo violents et comportement, qui ont utilisé comme mesure critique le comportement agressif, mais également les pensées hostiles, les émotions hostiles et les conduites prosociales. Parce pour tout vous dire, on a également observé à Grenoble, lorsque les participants se voient remettre une somme d'argent pour participer à une étude, qu'on leur propose à la fin de l'étude de remettre une partie de la somme d'argent à une association
caritative, pour aller vite, eh bien ceux qui ont joué à des jeux violents par rapport à ceux qui ont joué à des jeux de course donnent moins. Voilà. Donc c'est pas simplement une excitation générale, c'est aussi une disposition liée aux interactions. Voilà. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que on a des méta-analyses dont l'une est spectaculaire puisqu'elle, bien sûr, la science produit des résultats qui peuvent être contredits par la suite. Mais ici, on a 381 échantillons, 130 000 personnes. C'est pas si fréquent d'avoir autant de bases empiriques pour tester des idées, des hypothèses. Donc la méta-analyse d'Anderson, qui est assez récente, dont on a les résultats ici, donc sur le graphique, indique que sur les différents comportements cibles, on a un effet plus ou moins élevé donc des jeux vidéo sur à la fois donc les comportements agressifs, les pensées agressives, les affects agressifs, mais également une diminution des comportements prosociaux, une désensibilisation et une augmentation de l'activation physiologique. Donc tout ça, ça a été repris ensuite par un certain nombre de synthèses et de conférences de consensus, d'associations académiques, l'Association américaine de pédiatrie, l'Association américaine de psychologie et beaucoup d'autres. Alors ce qui est assez curieux, c'est qu'en France, pour l'instant, on n'a pas eu grand-chose des instances autorisées. L'Académie des sciences a publié un rapport il y a un an qui effectivement met en avant les effets des jeux vidéo, mais ne mentionne que dans son résumé, dans les résumés qui ont été communiqués à la presse, que ça, c'est-à-dire ça a diminué les comportements prosociaux. Par contre, tout ça, ça n'est pas vraiment mis en exergue, alors bon, je pense que c'est également important de le mentionner. Alors, qu'en faire de tout cela? Bon, qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les conduites à tenir? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Alors, d'abord, la classification qui est appliquée aux jeux vidéo, la classification PEGI, c'est une classification qui est donc est censée vous donner des indications sur les contenus, par exemple contenu grossier, contenu violent, contenu lié à la drogue. Donc effectivement, c'est des petits pictogrammes qui sont affectés par l'industrie elle-même. Donc on peut évidemment se demander la valeur que cela. Ça a une valeur indicatrice, certainement, mais en tout cas, c'est sûr que lorsqu'il y a écrit 18 ans sur une boîte, non seulement, comme en témoignent les testings qui ont été réalisés, ce n'est pas appliqué par les vendeurs, qui évidemment ne sont pas là pour empêcher des ventes, on ne peut pas leur demander de... En tout cas, si on ne leur demande pas officiellement de le faire, ils ne le font pas. Et en plus, ça a un effet plutôt incitatif chez les consommateurs. L'adolescent qui cherche un jeu excitant, il va regarder pour qui c'est interdit et il va évidemment acheter celui qui est interdit pour son âge. Donc c'est l'effet fruit défendu. Donc tout ça, c'est assez inopérant. Donc s'il n'y a pas, une volonté politique de réguler l'accès aux jeux pour les mineurs dans le cadre de la vente, comme c'est fait pour, par exemple, l'alcool, bon, on peut ne pas souhaiter mettre en parallèle les deux, eh bien, il est certain que la diffusion est très forte. Les parents sont souvent tout à fait peu conscients des contenus, en pensant qu'effectivement, c'est pas bien méchant tout ça. Donc la première chose à faire, je pense, c'est tout simplement inciter les parents à regarder, à prendre beaucoup de temps pour regarder ce qu'il y a dans les jeux et jouer avec leurs enfants. Et très vite, ils vont retirer les jeux, si les jeux sont aussi violents que ce qu'on peut le constater dans certains cas. Donc je crois qu'il y a une méconnaissance qui, finalement, suffirait parfois en étant dissipée à modifier les comportements des parents. Et après, les conséquences politiques, on ne peut pas souhaiter raisonnablement avoir une approche coercitive de la question, ça poserait un certain nombre de difficultés majeures, mais en revanche, commencer par très clairement diffuser des informations sur les effets, c'est-à-dire la prise de conscience des effets est importante, afin de diminuer le temps d'exposition, c'est-à-dire dans la mesure où on sait que les effets ne sont pas complètement bénins, on peut être plus assuré en proposant, de limiter le temps de jeu pour que l'impact ne soit pas important. Voilà, pour une réflexion très générale, si vous souhaitez avoir des éléments un peu plus approfondis sur le sujet, un peu plus développés, je tiens à vos dispositions différentes publications et articles académiques ou de vulgarisation. C'est un sujet qui est encore aujourd'hui très controversé. C'est intéressant, je pense, qu'une communauté qui s'ouvre sur le numérique et qui en même temps est exposée, évidemment, plus que la plupart des gens à la jeunesse et aux élèves, intègre dans sa réflexion la place des jeux vidéo violents, même si, encore une fois, diaboliser n'est pas la solution, mais en revanche, constater qu'il y a une relation de cause à effet qui n'est pas nulle et qui peut-être peut se traduire dans les cadres éducatifs par, chez les élèves les plus exposés, en tout cas, une irritabilité et une insensibilité plus importante, me semble être intéressant à mentionner ici. Merci à vous. Est-ce que vous pensez que dire aux élèves
non pas tout ce que vous avez raconté, mais les sensibiliser à ça, pourrait les aider à effectivement prendre conscience qu'ils sont manipulés quelque part? Alors, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'outils validés pour neutraliser les effets de la pratique des jeux violents sur le comportement. C'est-à-dire que, en fait, tout ça, je dirais, ce n'est pas conscient, ce n'est pas pris en charge par une décision, ça relève de mécanismes assez automatisés. Tout comme lorsque vous êtes face à quelqu'un, sans le vouloir, vous allez limiter, je dirais, automatiquement. Eh bien, lorsqu'on a une pratique, de jeu, on est dedans. Et même si on dit dans un cadre scolaire, attention, analysez tout ça, en fait, il n'y en a aucune démonstration que ça a beaucoup d'impact sur la suite. C'est disjoint, en réalité. Alors, les élèves peuvent avoir des facultés critiques sur la publicité, sur l'influence à froid des médias pour, je dirais, avoir des habitudes après critiques peut-être plus installées, mais c'est très difficile de voir le lien entre ce sens critique-là et l'imperméabilisation à l'influence de pratiques immergées. Voilà. Et l'Académie des sciences, effectivement, propose dans sa conclusion de son rapport, dans le cadre effectivement de modules pédagogiques, quelque chose qui est mis en avant et de manière très surprenante qui n'a pas été validé scientifiquement. C'est-à-dire, effectivement, faire réfléchir les élèves sur la violence, avoir une approche critique. C'est très bien, et évidemment, il faut le développer, mais trouver des manières d'aller assez loin alors dans, je dirais, dans le dispositif lui-même. Comment est-ce que, pendant un jeu, on peut réfléchir. C'est très difficile, mais en tout cas, s'il y a déconnexion des choses, je ne suis pas sûr que l'impact d'une sensibilisation soit vraiment efficient, malheureusement. Par contre, je dirais, pour ouvrir un peu une voie plus optimiste, ce que l'on sait aussi, c'est que les jeux coopératifs qui stimulent les échanges d'informations et des coopérations et des comportements prosociaux ont aussi un impact. Donc je crois que la stratégie, je dirais, est plutôt celle de la substitution que de l'opposition à la pratique problématique, c'est-à-dire arriver à ce que je dirais, la diffusion de jeux où la coopération et les comportements constructifs soient plus importantes, remplace peut-être progressivement des jeux pour lesquels, d'ailleurs, les contenus peuvent être jugés par les élèves eux-mêmes comme problématiques dans certains cas. Donc on sait que l'impact, en fait, existe. Comment faire pour diffuser certains types de produits par rapport à d'autres? Une réflexion d'abord et puis une question ensuite. La réflexion, c'est que finalement, je repensais à des problématiques qui se sont posées à d'autres époques et qui étaient censément les mêmes. Est-ce qu'il fallait donner des épées en bois aux petits garçons il y a quelques années en arrière? Est-ce qu'il fallait substituer des jeux collaboratifs à Richesse du Monde ou Monopoly quelques années plus tard? Et j'ai l'impression qu'on se pose encore un peu les mêmes questions. Ça, c'était la réflexion. Et pour la question, vous nous avez présenté de nombreuses études qui nous garantissent à la fois d'avoir neutralisé, je dirais, des effets annexes, qui montrent que c'est pas lié à un pays, à une culture, puisque il y a une couverture qui était assez universelle dans ce que vous nous avez présenté. Mais je peux pas m'empêcher de me poser la question de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire qu'il y a des faisceaux de convergence, plus que de causalité, mais est-ce que c'est parce qu'on est violent qu'on va sur des jeux violents, ou est-ce qu'on c'est parce qu'on fait des jeux violents qu'on est violent? Voilà, je reste un peu sur ma faim sur cette question-là. D'accord. Merci, c'est des questions centrales. La première, c'est celle je dirais, de l'ubiquité et de la constance, cette question de l'influence des contenus médiatiques sur les pensées et les comportements. Et ça me rappelle, il y avait un éditorial dans le JAMA, qui est un très grand journal médical américain, au début du XXe siècle. C'était l'histoire d'un tueur en série dont la mère était finalement accusée d'avoir été à l'origine des tendances agressives parce qu'elle lisait pendant sa grossesse des romans policiers. Voilà. C'est amusant, effectivement. Il y a de tout temps une sorte d'interrogation de l'influence des mauvais livres, par exemple, ou bien effectivement de l'exposition à des images sur le comportement, avec une dimension assez moralisatrice. Et on peut se demander si on n'est pas en train de créer une sorte de panique morale ou de croyance un peu déraisonnable concernant l'influence des médias et aujourd'hui du numérique, parce qu'effectivement la dimension de nouveauté, on le sait bien, est associée à une plus grande suspicion, à des résistances énormes. Donc je dirais, on pourrait très bien aussi douter un peu de tout cela sur cette base-là. Alors d'abord,
je dirais, si l'on regarde la littérature et les images d'antan, il est évident que parfois c'est tout à fait terrifiant. Hein, le loup qui dévore effectivement le chaperon rouge, c'est aussi particulièrement choquant. La différence que je verrais, c'est qu'on a... alors, il a été montré que le fait de lire simplement un texte ayant des contenus agressifs mobilise des cognitions, et je dirais à court terme, ça n'est pas comme si vous lisiez un texte qui n'est pas agressif. Donc déjà, on sait que chaque fois qu'on est exposé à des idées, ça va avoir un effet flottant. Alors un effet très léger, on n'est pas dans le binaire là, mais ça augmente la probabilité qu'une situation ambiguë soit traitée dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc l'exposition répétée, constante, je dirais monomaniaque à des romans policiers, je dirais effectivement, peut modifier votre vision du monde. On sait que, par exemple, il y a une corrélation directe entre le temps d'exposition à la télévision et le sentiment d'insécurité. Bon, voilà. Le temps d'exposition à la télévision et les problèmes d'addiction. Bon, donc je dirais... Alors, l'œuf et la poule, c'est une excellente question. Pourquoi ? Parce que la télévision, ben voilà, je dirais, elle est là pour nous mettre en contact avec des plaisirs envisageables. Et évidemment, la manière dont elle sait le faire est convaincante. Alors, donc je dirais... Lorsqu'on compare d'abord, pour venir à la seconde question, l'effet différentiel, lorsque par exemple vous amenez quelqu'un à jouer à un jeu violent et très immersif, ou bien vous amenez une personne à regarder l'écran de la personne qui joue. Donc je dirais, on est confronté au même contenu, on abat des personnes, il y a du sang, il y a une aventure, voilà, haletante. Quelqu'un tient le fusil ou bien alors regarde la scène. Et bien ensuite, lorsqu'on mesure les comportements agressifs, celui qui tient le fusil est plus agressif que celui qui voit la scène. Donc on a effectivement des continuums d'engagement et d'implication qui vont être corrélatifs ensuite de l'effet sur l'individu. Donc si l'engagement est très faible, l'engagement psychologique qui va être modulé par le graphisme, hein. Quand j'étais adolescent, j'avais un Amstrad, un ordinateur, je dirais extrêmement basique, et je jouais à des jeux de baston, effectivement, et je me suis posé la question ensuite, quels effets ça peut avoir sur un adolescent de jouer à des jeux, voilà, brutaux ou pas. Ce qui a été montré, c'est qu'en fait, lorsque le graphisme est rudimentaire, l'impact n'existe pas. C'est-à-dire, lorsqu'on n'est pas immergé, l'impact est relativement faible. Si, par exemple, vous jouez à un Space Invader, vous avez appuyé sur la barre d'espacement et vous avez un X en bas qui envoie un I sur un Y qui se promène au-dessus, bon, on pourrait considérer que c'est violent parce que vous détruisez un alien. Mais en fait, effectivement, ça n'a pas d'effet parce que ça n'a pas vraiment vous n'êtes pas immergé. Voilà. Par contre, si l'immersion augmente, avec le temps, c'est le cas, la corrélation entre le jeu et la violence augmente avec le temps. Voilà. Parce que on est pris de plus en plus dedans, et donc il y a un certain seuil où effectivement l'imitation et l'engagement est possible. Donc lorsque vous aurez effectivement sur vous des capteurs ou des surfaces qui restituent des impressions. Par exemple, vous tirez sur quelqu'un et vous avez sur la peau l'impression d'avoir des éclats de sang. Donc, lorsqu'on va augmenter effectivement la virtuosité du virtuel et de l'immersion, on peut faire l'hypothèse qu'avec le temps, on aura un effet plus important. Ce qui est intéressant, je dirais, pour les contenus, je dirais, socialement utiles, et qui peut l'être moins pour des contenus socialement problématiques. Voilà. Ensuite, voilà, de manière générale, ces deux éléments. Oui, donc j'ai traité la question de médias, donc et de la critique et de la panique morale régulièrement associée à la nouveauté. Je crois que là, effectivement, vous avez raison. Méfions-nous de cela, mais en même temps, l'impact va être plus important. Si vous souhaitez apprendre à conduire, à piloter un avion, vous pouvez lire effectivement le manuel, vous pouvez regarder un reportage sur la cabine d'un avion, vous pouvez aussi faire un simulateur de vol, et on sait que l'effet que ça a sur l'apprentissage n'est pas le même. Et je crois que c'est le cas également pour les loisirs. Donc ces loisirs nous renvoient à des peurs, je dirais, récurrentes, mais leur puissance n'est peut-être pas du même ordre. Voilà. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que l'effet soit terriblement inquiétant. Parce qu'encore une fois, lorsqu'on est face à des violences extrêmes, personne ne vous dira aujourd'hui que le jeu vidéo ultra-violent peut créer un tueur en série. Par contre, si vous cherchez à expliquer les manques de sensibilité quotidienne et les brutalités entre élèves et parfois les violences verbales ou les cyberharcèlements, peut-être qu'on peut aller chercher de ce côté-là. Voilà. Parce que les données vont dans ce sens-là. Mais encore une fois, les violences, c'est un phénomène qui est nettement multicausal. Je voudrais légèrement déplacer la question, si c'est possible.
D'abord, en disant que d'un côté, je suis rassuré quand j'entends parler de catharsis. Je suis rassuré également quand vous évoquez les jeux collaboratifs, même si j'aimerais bien savoir quelle est la proportion de jeux collaboratifs auxquels s'adonnent les jeunes d'aujourd'hui. Par contre, je suis moins rassuré quand on reste sur le terrain comportemental. Il me semble que la question de la violence dans les jeux vidéo est à poser en termes éducatifs. Il y a une sorte d'imprégnation profonde, me semble-t-il, selon laquelle les jeux vidéo accréditent l'idée auprès des jeunes que le seul mode de gestion des rapports interhumains serait la violence. Tout à l'heure, Guy Cherki a parlé du lien, par exemple, de la nécessité de cultiver le lien dans l'éducation. Évidemment, je souscris entièrement à ce propos. Et donc, c'est plus une crainte que j'ai, une inquiétude sur les représentations que les utilisateurs jeunes des jeux vidéo violents se font de la société dans laquelle ils grandissent. J'ai aussi en mémoire, même si vous allez penser que le raccourci est très 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 audacieux, j'ai aussi en mémoire ce qui arrive à Primo Levi quand il se trouve à l'entrée d'Auschwitz. Il rapporte cela dans « Si c'est un homme ». Il rencontre immédiatement la violence extrême et il pose la question à un soldat, je crois, qui est là, et on lui répond « Ici, il n'y a pas de pourquoi ». Ici, il n'y a pas de pourquoi. Il me semble que l'état de civilisation, de société apaisée, c'est une situation dans laquelle, précisément, on se donne le temps de la réflexion, en tout cas, une situation dans laquelle il y a un espace pour la réflexion. Or, il me semble que dans ces jeux vidéo que vous évoquez, tout va extrêmement vite, l'agressivité est permanente, et donc je voulais vous demander, à l'expert que vous êtes, ce que vous en pensez sur cette imprégnation profonde de la manière dont les jeunes perçoivent la structuration des rapports sociaux. Alors, d'abord, je crois que c'est une question peut-être plus large qui va être celle de la circularité entre l'environnement des jeunes et les jeux qu'ils pratiquent. C'est-à-dire, il est évident que la violence de la société est présente aussi dans les jeux et que la société précède les contenus des jeux. Et on peut trouver d'ailleurs assez ironique que lorsque le logiciel Grand Theft Auto 4 est sorti, qui effectivement met en scène de façon plus ou moins allusive New York, que le maire de New York critique les contenus de ce jeu, avec effectivement les trafics, la violence, la prostitution, etc. Alors que voilà, il traduit finalement, il restitue finalement des réalités humaines. Donc certains ont raison de dire que désigner comme coupable unique le jeu vidéo, c'est un peu évidemment peut-être faire diversion. Le risque est là. Je pense que nous prenons conscience qu'il y a beaucoup d'autres problèmes plus urgents à traiter, mais que la prise de conscience également que certains facteurs comme les loisirs impactent aussi les comportements quotidiens peut motiver des initiatives de réorientation du temps de loisir vers d'autres activités. Voilà, c'est ça l'idée, c'est que on peut défendre l'allocation de temps vers d'autres loisirs de façon beaucoup plus affirmée lorsqu'on a des preuves du type de celles que j'ai essayé de mettre en avant. Après, sur la saturation de violence et la manière dont la pratique des jeux vidéo, et là, on peut aussi renvoyer à la télévision, parce que les effets ont été étudiés depuis effectivement plusieurs dizaines d'années de manière aussi systématique et avec beaucoup plus de données qui sont relativement convergentes et convaincantes. On a effectivement une modification de la vision de l'autre, la vision des autres. Et même si, bien sûr, on ne peut pas imaginer qu'une pratique extrêmement légère puisse avoir un impact massif sur la vision de l'homme, quelqu'un qui aurait une pratique quotidienne, courante, jour après jour, il est possible qu'effectivement cela colore dans un certain sens sa conception des rapports humains. Ça, je le crois. De même que on a pu étudier, le thème a été évoqué, je crois déjà, l'impact des stéréotypes de genre dans les jeux vidéo. On a actuellement une thèse à Grenoble qui se réalise sur le sujet, puisqu'effectivement, dans les jeux vidéo, les femmes sont calipiges, les hommes sont baraqués. Voilà.
en tout cas dans les jeux vidéo, dans les blockbusters actuels. Donc effectivement, comment ça se passe, quel impact ça va avoir sur les interactions intergenres. Tout ça également, ça fait partie des questions. Comment est-ce que la société elle est présentée, dépeinte, et comment ensuite, eh bien, ces fictions-là sont réutilisées dans les interactions réelles. Ce qui est sûr, c'est que l'impact a été identifié. Comment faire pour le neutraliser? Aujourd'hui, je crois que ce qui peut être judicieux, c'est donc, même si leur importance est limitée, c'est d'orienter effectivement vers d'autres contenus et d'inciter à une régulation du temps. Voilà. Ça paraît effectivement pas des solutions très spectaculaires, c'est des solutions de bon sens, mais qui au moins ont l'avantage d'être clairement supportées par des faits.